Bonsoir tout le monde, je suis Saïd Nkene, je suis maître de conférence à Faculté de médecine d'Alger. Donc je vous présente aujourd'hui les troubles anxieux et les troubles obsessionnels compulsifs. Alors en introduction, les troubles anxieux. Alors les troubles anxieux, anciennement appelés névroses, constituent l'un des problèmes de santé mentale les plus courants, touchant jusqu'à 20% de la population générale. Les troubles anxieux débutent le plus souvent à l'adolescence ou chez l'adulte jeune, avec une prédominance féminine. La triade clinique de l'anxiété regroupe des symptômes psychiques, somatiques et comportementaux. Les troubles anxieux entraînent des problèmes de fonctionnement sur le plan social, familial, scolaire et professionnel, c'est-à-dire un dysfonctionnement sur ces plans-là, notamment social, familial, scolaire et professionnel. Les troubles anxieux augmentent le risque d'autres troubles psychiatriques, à savoir la dépression, l'abus de drogue, d'alcool et l'incidence du suicide. Le trépied thérapeutique repose essentiellement sur la chimiothérapie, à savoir les antidépresseurs et les benzodiazépines, les psychothérapies et les mesures psychosociales. Alors, dans la définition, les troubles anxieux constituent un ensemble hétérogène de pathologies dont l'anxiété occupe la place centrale. L'anxiété est un état émotionnel anticipant un événement menaçant, caractérisé par des sentiments pénibles de peur, d'alerte, d'hypervigilance, d'appréhension et de crainte d'un danger imminent, associé à des manifestations neurovégétatives. Les troubles anxieux regroupent des troubles qui partagent les caractéristiques d'une peur et d'une anxiété excessive et des perturbations comportementales qui leur sont apparentes. Maintenant, c'est quoi une anxiété normale et une anxiété pathologique? L'anxiété normale est une émotion ressentie par tous les individus. L'anxiété normale est une réponse adaptée à une situation menaçante. L'anxiété normale a comme fonction d'adaptation. L'anxiété pathologique, c'est une réponse inappropriée à un stimulus donné par son intensité ou par sa durée, ainsi que par la souffrance et le dysfonctionnement qu'elle entraîne. L'anxiété est le symptôme central d'un authentique trouble anxieux, c'est-à-dire qu'on voit l'anxiété dans les pathologies, dans les troubles anxieux. Les troubles anxieux étant nombreux et qualitativement différents, l'anxiété est l'un des symptômes de nombreuses pathologies mentales ou médicales, c'est-à-dire qu'on trouve l'anxiété dans beaucoup de pathologies somatiques et donc beaucoup de pathologies psychiatriques en dehors des troubles anxieux. Maintenant, peur et anxiété. La peur est la réponse émotionnelle à une menace imminente, réelle ou perçue. L'anxiété est l'anticipation d'une menace future. Ces deux états se chevauchent, mais ils diffèrent également. La peur étant plus souvent associée à des poussées d'hyperactivité neurovégétative nécessaires pour fuir et combattre, évaluer le danger immédiat et permettre les conduites d'échappement. L'anxiété étant plus souvent associée à une tension musculaire et une vigilance dans la préparation au danger futur et à des conduites de prudence ou d'évitement. Alors, on va aborder dans la classification actuelle 6 troubles. Moi, je vais rajouter l'état de stress post-traumatique. Alors, avant la 5e version de manuel des statistiques des maladies mentales, c'est-à-dire dans la 4e version et la 4e révisée, on ne trouve pas ça. Et actuellement, c'est ce qu'on trouve dans la 5e version. On trouve le trouble panique, l'anxiété généralisée, de l'agoraphobie, les phobies spécifiques, les troubles anxiété sociale et les troubles d'anxiété de séparation. Alors, les troubles anxieux se distinguent les uns des autres par le type d'objet ou le type de situation qui induisent la peur, l'anxiété ou le comportement d'évitement, et se distinguent par le raisonnement cognitif associé. Ainsi, les troubles anxieux ont tendance à être hautement comorbides entre eux, mais ils peuvent être différenciés par une analyse des types de situations craintes ou évitées et par le contenu des pensées aux croyances associées. On
commence par le trouble panique. Alors, la définition de trouble panique est caractérisée par la survenue récurrente d'attaques de panique, au moins 2 crises paniques, répétitives, durant les 4 dernières semaines, c'est-à-dire durant le dernier mois. L'attaque de panique est un état d'anxiété extrêmement intense et de durée brève. Sa survenue est paroxystique de façon brutale, de manière inopinée ou rapidement progressive. Le plus souvent, la crise est spontanée et sans cause déclenchante. La crise peut survenir au cours du sommeil, réveillant le patient. En général, c'est des patients qui se réveillent très tôt le matin, vers 4h ou 5h du matin. Les épisodes durent de quelques minutes à plusieurs heures, en moyenne de 20 à 30 minutes. Les symptômes atteignent une intensité maximale en moins de 10 minutes. La résolution est progressive, laissant le patient épuisé avec une profonde asthénie. Les facteurs de risque des troubles paniques, on a l'âge d'apparition entre 10, 15 ans et 25 ans. Alors, prédominance féminine, donc c'est 3 femmes pour 2 ans. L'existence d'une personnalité prémorbide ou bien personnalité pathologique. On a également des événements de vie traumatiques. On a des antécédents familiaux de troubles paniques ou d'attaques de panique, ou bien tout simplement des antécédents familiaux d'un trouble anxieux. On a également l'existence de pathologies organiques ou bien pathologies somatiques. Alors, la triade symptomatique de la crise panique ou bien de l'attaque de panique, on a une sémiologie psychique, une sémiologie physique et une sémiologie comportementale. Dans la sémiologie psychique, il s'agit soit d'une sensation de mort imminente, soit du sentiment de devenir fou. Les patients décrivent alors une impression d'irréalité de l'ambiance ou de dépersonnalisation, leur faisant parfois craindre de commettre un acte incontrôlé. L'ensemble de ces phénomènes crée une angoisse intense et un état de panique. Pour la symptomatologie physique, elle domine souvent le tableau, conduisant le patient aux urgences médicales ou chez le cardiologue ou bien le pneumophysiologue. Les principales manifestations somatiques de l'anxiété aiguë sont les suivantes. Manifestations cardiaques, à savoir des palpitations, de la tachycardie, gêne ou même douleur rétrosternale. Les manifestations respiratoires, ce sont des sensations d'étouffement et de la dyspnée. Les manifestations neurologiques, à savoir des vertiges, des paresthésies et des céphalées. Les manifestations neurovégétatives, c'est de l'hypersudation, des bouffées de chaleur et des frissons ou bien des tremblements. Plus rarement, on peut observer des symptômes digestifs ou bien des symptômes urinaires. Pour la sémiologie comportementale, des troubles comportementaux paroxystiques plus ou moins graves peuvent être observés, à savoir l'état de sidération, une fuite, attaque de colère, accès de violence hétéro ou auto-agressifs, pouvant aller jusqu'à des comportements suicidaires impulsifs, précipitation d'une fenêtre ou bien sous une voiture. Il y a également des prises de quantité importantes d'alcool ou de psychotropes pour soulager cette angoisse importante ou bien cette attaque de panique. Ces troubles ont pour caractéristique d'être paroxystiques et répétitifs. En dehors des accès, les patients sont capables de les critiquer et les décrivent en termes de besoins incoercibles. Ces troubles de comportement représentent du fait de leur dangerosité éventuelle la principale complication des crises d'angoisse aiguë ou bien tout simplement la principale complication de l'attaque de panique, c'est ces conduites qui ont un caractère dangereux, notamment le passage à l'acte suicidaire. Le risque majeur est le raptus anxieux qui est à l'origine des conduites suicidaires. L'évolution pronostique des troubles paniques vient de l'attaque de panique. La prévalence vie entière est de 1 à 5%. La rémission complète à 5 ans est de 10 à 20%, c'est-à-dire c'est peu. Dans 80% à 90% des cas, il y a toujours la rechute dans les 5 ans. Les comorbidités et complications, on a des dépressions dans 80% des cas, des addictions qui peuvent aller jusqu'à 20% des cas, des pathologies psychosomatiques, à savoir de l'hypertension artérielle, ou bien de l'ulcère
rénal et du diabète, on a également les autres troubles anxieux qui sont les troubles phobiques, les troubles d'anxiété généralisée, de l'agoraphobie, etc., qui peuvent être comme comorbides et complications des troubles. Dans la prise en charge, on a le traitement de l'attaque de panique et le traitement d'un trouble panique. Traitement de l'attaque de panique sur l'urgence, il faut rassurer et isoler l'individu de son entourage. Il faut également faire apprendre quelques techniques, à savoir le contrôle respiratoire pour soulager le malade de cette attaque de panique. Et on a l'aspect médicamenteux, c'est donner des benzodiazépines, soit per os ou bien en injectable, pour soulager l'attaque de panique. Maintenant, pour le trouble panique, on a deux volets, le volet médicamenteux et le volet psychothérapeutique. Le volet médicamenteux se base essentiellement sur les benzodiazépines et les antidépresseurs, essentiellement les inhibiteurs de la capture de la sérotonine et les antidépresseurs tricycliques imipraminiques. Les psychothérapies se basent essentiellement sur les thérapies cognitivo-comportementales. Le deuxième trouble, qui est le trouble de l'anxiété généralisée. Par définition, le trouble de l'anxiété généralisée, appelé maladie des inquiétudes, est défini comme une anxiété de fond et des soucis excessifs incontrôlables, chroniques, au moins 6 mois d'évolution, relatifs à des situations réalistes banales, à l'origine d'un état de souffrance qui altère le fonctionnement du patient dans sa vie courante, associé à des symptômes physiques traduisant la tension motrice et l'hypervigilance. Ça, c'est la définition du trouble de l'anxiété généralisée. Alors, toujours dans le tableau clinique, on a toujours 3 catégories. La catégorie psychique, les symptômes somatiques et les symptômes comportementaux, ou bien la symptomatologie comportementale. Alors, pour la symptomatologie psychique, c'est un souci excessif, persistant, chronique et non justifié. On a des inquiétudes envahissantes, diffuses et incontrôlables. On a de l'intolérance à l'incertitude, un sentiment d'insécurité ou d'attente. La symptomatologie somatique, faite essentiellement de tension motrice. Alors, dans la tension motrice, on peut avoir la fatigabilité, des céphalées, d'étranglement. On peut avoir l'hyperactivité neurovégétative qui se manifeste par la transpiration, des palpitations, des bouffées de chaleur, ou bien autres plaintes somatiques, à savoir des épigastralgies, des spasmes musculaires et des dyspnées. Pour la symptomatologie comportementale, on peut avoir un état d'hypervigilance, de l'irritabilité, de la nervosité, de l'insomnie et de l'agitation. Les complications sont fréquentes dans l'état de l'anxiété généralisée. On peut avoir une surconsommation médicamenteuse et des addictions à l'alcool et ou aux benzodiazépines dans le cadre de l'automédication. On peut avoir des décompensations dépressives. On peut avoir le développement d'un autre trouble anxieux, à savoir un trouble panique ou bien des phobies spécifiques ou bien des phobies sociales. On peut avoir un dysfonctionnement familial, social et professionnel qui va impacter la qualité de vie des patients. On peut avoir comme complication les maladies psychosomatiques. L'agoraphobie. L'agoraphobie est définie comme suivant. C'est un trouble anxieux type phobique, caractérisé par la peur des espaces où il pourrait être difficile de s'échapper ou dans lesquels il pourrait être difficile d'obtenir du secours en cas de problème. Cette peur est à l'origine du déclenchement d'attaques de panique lorsque le sujet se trouve confronté à la situation redoutée. Dans l'étude clinique, la caractéristique essentielle de l'agoraphobie est une anxiété liée au fait de se trouver dans des endroits ou des situations où il pourrait être difficile ou bien gênant de s'échapper ou dans lesquels aucun secours ne pourrait être trouvé en cas de survenue d'une attaque de panique ou de symptômes de type panique. Deux éléments essentiels du tableau clinique de l'agoraphobie, c'est de l'anxiété et les conduites d'évitement ou bien évitement des situations. L'anxiété conduit typiquement à un évitement envahissant de nombreuses situations pouvant inclure le fait d'être seul hors de son domicile ou d'être seul chez soi,
d'être dans une foule, de voyager en voiture, de prendre les transports en commun, de faire des courses dans des grandes surfaces. Certains sujets sont capables de s'exposer eux-mêmes aux situations redoutées, mais ils subissent ces expériences avec une crainte considérable. L'évitement des situations peut altérer les capacités des sujets à voyager, à travailler ou à assumer leurs responsabilités. Par exemple, faire des courses dans une épicerie, amener les enfants chez le médecin, avec la peur de quitter cette zone confortable. C'est-à-dire qu'en dans de ces zones de sécurité, les patients ou bien les individus sont incapables d'agir. On a également les conduites contraphobiques de réassurance sont fréquentes. En cas d'agoraphobie, consiste à être accompagné d'une personne de confiance susceptible de protéger la personne en cas de confrontation avec l'objet phobogène. Un autre trouble anxieux qui est les phobies spécifiques. Par définition, la caractéristique essentielle de la phobie spécifique est une peur marquée et persistance d'objets ou des situations objectivement visibles et circonscrites. L'exposition aux stimulus phobogènes provoque presque invariablement une réponse anxieuse immédiate. Cette réponse peut prendre la forme d'une attaque de panique liée aux facilités par les situations. Le plus souvent, le stimulus phobogène est évité, bien que parfois le sujet est à longue durée avec une grande souffrance. Dans l'étude clinique, les formes cliniques de la phobie spécifique, on a plusieurs types. Type animal, type environnement naturel, type sang ou bien type situationnel. Alors le type animal, ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par les animaux ou bien les insectes. On a le type environnement naturel, ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par les éléments dans l'environnement naturel tels que les orages, les hauteurs ou bien l'eau. Type sans injection accident, ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par le fait de voir du sang ou un accident ou d'avoir une injection ou toute autre procédure médicale invasive. Le dernier type qui est type situationnel, ce sous-type doit être spécifié si la peur est induite par une situation spécifique telle que les espaces clos, la claustrophobie, ou bien les tunnels, les ponts et les voyages aériens. Alors maintenant, les phobies sociales. Actuellement, dans la 5e version, on l'appelle le trouble de l'anxiété sociale. Par définition, les phobies sociales correspondent à l'anticipation anxieuse et à l'évitement de certaines situations sociales dans lesquelles le sujet paraît être observé par autrui ou se conduire de manière humiliante ou embarrassante. L'exposition à la situation sociale ou de performance provoque presque invariablement une réponse anxieuse immédiate. Dans l'étude clinique, on a toujours les 3 symptômes. On a les situations sociales sources d'anxiété, on a les situations de performance, d'observation et d'affirmation ou d'interaction. On a les troubles cognitifs, c'est le sentiment de crainte et de honte. On a les troubles de comportement, évitement, conduite de réassurance, objet contraphobique. Ça, c'est les troubles de comportement qu'on peut observer en cas de phobie sociale. Le traitement ou bien des phobies sociales se base essentiellement, comme dans la majorité des troubles anxieux, sur les thérapies cognitives et comportementales. On a également le traitement d'appoint en cas de situation de crise intense. Et si nécessaire, on peut rajouter les antidépresseurs, essentiellement les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou bien les antidépresseurs tout simplement tricycliques. Alors, dans cette 5e version de DSM, ils ont rajouté le trouble de l'anxiété de séparation de l'enfant. Alors, par définition, on trouve l'anxiété de séparation affecte les enfants ou les adolescents. Elle se caractérise par une anxiété excessive lorsque le sujet est séparé de ces personnes auxquelles il est attaché.
Dans l'étude clinique, on peut observer une détresse excessive dans les situations de séparation, avec les figures d'attachement, en général c'est les parents, crainte persistante de la situation ou bien de la disparition de ces figures d'attachement. Ces craintes amènent à des équivalents des évitements chez l'enfant, refus d'aller à l'école ou bien refus de rester seul, ou bien il va refuser de dormir sans la présence d'une figure d'attachement. On peut avoir également des cauchemars répétés sur les thèmes de séparation. On peut avoir des plaintes somatiques au fonctionnaire lors de la séparation. Alors, ces altérations du fonctionnement social au scolaire ou l'intensité de la détresse provoquée qui font le caractère pathologique du trouble. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une altération du fonctionnement social de cet enfant-là qui font l'essentiel de ce trouble. A noter que l'anxiété de séparation commence et disparaît habituellement pendant l'enfance. Elle peut toutefois persister à l'adolescence et à l'âge adulte et se manifeste par des caractéristiques propres à chaque âge. J'ai rajouté pour vous dans cette diapo qui est l'unique, l'état de stress post-traumatique qui est abordé à titre complet. Donc, tout simplement, alors l'état de stress post-traumatique survient, c'est la survenue des symptômes caractéristiques dans les suites de l'exposition à un facteur de stress traumatique externe. C'est-à-dire qu'il y a un événement traumatique, ce qu'on appelle le traumatisme psychique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptôme? Il y a ce qu'on appelle, c'est le fait de revivre de manière persistante l'événement traumatique, ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Il y a également évitement persistant des stimuli associés au traumatisme. La personne va éviter tout ce qui est en rapport avec le traumatisme ancien. On peut avoir également des symptômes persistants d'activation neurovégétative. C'est pratiquement les trois symptômes essentiels d'un état de stress post-traumatique qui est le syndrome de répétition et l'évitement et la persistance d'activation neurovégétative. La prévalence est de 1 à 3%. Le traitement c'est essentiellement psychothérapeutique et chimiothérapeutique, à savoir les antidépresseurs et les anxiolytiques. Maintenant, pour le trouble obsessionnel compulsif. Le trouble obsessionnel compulsif est défini selon le DSM-5 par la coexistence d'obsession et de compulsion dans plus de 90% des cas. Les formes pures d'obsession ou de compulsion sont très rares. Les obsessions sont des idées, des pensées, des impulsions ou des représentations persistantes qui sont vécues comme intrusives et inappropriées et qui entraînent une anxiété ou une souffrance importante. Les compulsions sont des comportements répétitifs, comme par exemple se laver les mains, ranger dans un certain ordre ou bien vérifier, ou des actes mentaux, prier, compter, répéter des mots de manière silencieuse dans le but et de prévenir ou de réduire l'anxiété ou la souffrance, et non pour procurer le plaisir. C'est-à-dire que ces compulsions qui peuvent être des comportements répétitifs, qui peuvent être des actes mentaux, dont le but essentiel c'est de réduire cette anxiété qui accompagne les obsessions. Le but de ces compulsions, ce n'est pas de procurer de plaisir ou bien la satisfaction, ce n'est tout simplement de réduire cette anxiété qui accompagne les obsessions. Alors, ces obsessions et compulsions, ils sont récurrents, ils sont quasi quotidiens pendant au moins 2 semaines, reconnus comme déraisonnables par le sujet. On a également ces obsessions et ces compulsions sont suffisamment sévères pour entraîner une perte de temps supérieure à 1 heure par jour et un sentiment marqué de souffrance ou un dysfonctionnement socio-professionnel et familial significatif. Ça, c'est les critères des obsessions et compulsions d'un TOC selon les critères DSM. Alors, les facteurs périmorbides, on a la prévalence vie entière 2 à 3% et le sexe ratio de 1, c'est-à-dire que
pas de prédominance masculine ou féminine. Le célibataire, il a été rapporté et constaté dans la majorité des études ou bien revue de la littérature. L'éducation stricte des parents. Il a été noté que la présence d'antécédents familiaux considérés comme étant un facteur prédisposant et certaines personnalités prémorbides aussi comme facteur prédisposant. Maintenant, pour le tableau clinique, on va essayer de voir les différents types d'obsessions et différents types de compulsions. Alors, on a 3 types d'obsessions. On a les obsessions idéatives, aux folies de doute, concernent les doutes et les scrupules à la crainte d'un oubli ou d'une erreur. Les thèmes les plus fréquents sont métaphysiques, religieux ou bien moraux. Alors, les thèmes métaphysiques, ça concerne la vie, la mort, le pourquoi et le comment. Les thèmes religieux, c'est l'existence ou non d'un Dieu. Les thèmes moraux, c'est les ruminations d'images généralement obscènes. Il y a une interrogation sur la responsabilité qu'il a pu avoir ou qu'il pourrait avoir dans certains actes passés, présents ou futurs. Ils peuvent être préjudiciables pour autrui. Craint d'être à l'origine d'un accident, de mettre le feu par mégarde, de ne pas avoir fermé la porte à clé, de commettre une erreur dans un compte. On a également quand ces images mentales, elles sont souvent, quand c'est des images mentales, elles sont souvent horrifiantes. Les obsessions phobiques, c'est le deuxième type d'obsession. Les obsessions phobiques concernent l'évocation forcée et répétée de certains objets ou situations dont la seule pensée engendre l'angoisse, ou l'absence réelle de cet objet ou situation. Les thèmes renvoient aux notions de propreté, saleté, contamination, contracter une maladie, être victime d'une affection organique ou devenir fou. Elles entraînent souvent des conduites d'évitement, c'est-à-dire évitement du contact caractérisant, c'est le délire du toucher, et évitement des sujets malades. Les obsessions impulsives, appelées aussi phobies d'impulsion, consistent à craindre de faire un acte agressif, c'est-à-dire pousser quelqu'un par la fenêtre, tuer son fils avec un couteau, ou un acte indécent, des grossièretés aux femmes dans la rue. La lutte anxieuse est intense, la culpabilité est très grande, mais l'acte redouté n'est jamais commis. Pour les compulsions, on les appelle souvent des rituels. Ces rituels peuvent être de vérification, de rangement, de ramassage, de lavage et d'actes mentaux. Alors pour les vérifications, c'est-à-dire vérifier que la lumière est éteinte, que le gaz est fermé, que la serrure est bouclée à double tour. Les rangements, c'est l'arrangement d'objets de façon excessivement ordonnée, comme les livres d'une bibliothèque par taille strictement décroissante. On a également le ramassage d'emballages usés ou bien des vieux cartons. Les lavages, c'est le ménage de la maison, les douches répétées, les lavages des mains, bien au-delà de l'hygiène nécessaire. Les actes mentaux, ce qu'on appelle l'arithmomanie, c'est le fait de compter sans cesse ou d'additionner entre elles des dates. Les formules conjuratoires aussi, c'est faire une prière avant de passer sous une porte, dire une phrase magique avant de monter dans sa voiture. Alors, l'évolution des troubles obsessionnels compulsifs spontanément sévères, mais atténuation des symptômes avec l'âge. C'est-à-dire qu'il faut les prendre en charge correctement et sérieusement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de détérioration cognitive dans les troubles obsessionnels compulsifs. Par contre, dans les complications, on trouve la dépression dans 50 à 80% des cas. En général, beaucoup de patients qui présentent des troubles obsessionnels compulsifs consultent pour ces complications dépressives et c'est à partir de cela qu'on peut faire le diagnostic des troubles obsessionnels compulsifs. On peut avoir également comme complications les addictions, soit les addictions à l'alcool ou bien aux psychotropes ou bien au cannabis.
les comorbidités, on a un autre trouble anxieux, à savoir la phobie simple, bien les troubles paniques dans 12% des cas, la phobie simple dans presque 20% des cas, et le trouble de conduite alimentaire qu'on peut la retrouver comme des comorbidités de troubles obsessionnels compulsifs. Le traitement des troubles obsessionnels compulsifs essentiellement se base sur les psychothérapies, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, et la chimiothérapie se base essentiellement sur les antidépresseurs et les benzodiazépines. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est vrai que c'est une question très longue. On a essayé de ramasser la majorité des troubles en quelques diapos. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur cet email. Je vais vous répondre très rapidement. Par contre, j'ai rajouté pour vous ces annexes. C'est les tableaux de DSM-5. Alors, ici, par exemple, l'anxiété de séparation, puis les phobies spécifiques. On a ce qu'on appelle les phobies sociales, les troubles paniques, l'attaque de panique, la phobie et de l'anxiété généralisée et les troubles obsessionnels compulsifs. C'est pour vous, vous pouvez les lire à tête reposée et tranquille. Ça, c'est la même chose, mais dites autrement. Voilà, je vous remercie et merci.